présentation assez rapide pour justement laisser beaucoup de place aux échanges ensuite, parce que Linky touche en fait énormément de problématiques. Donc je vais essayer, moi, en une vingtaine de minutes, d'aborder quelques-unes des principales problématiques, mais sans pouvoir les aborder toutes, sinon ce serait trop long, et autant qu'on garde beaucoup de temps pour les échanges à la fin. Donc déjà, pour commencer, je pourrais dire que Enedis n'est pas présent ce soir. Je ne sais pas si tu avais essayé de les inviter ou pas, mais de toute façon, ça n'aurait rien changé, puisqu'ils refusent systématiquement de participer à ces débats. Excuse-moi, par contre, on a invité les groupes Linky 63. Donc il y a des personnes ici qui interviendront tout à l'heure. D'accord. Donc Enedis, qui s'appelait ERDF avant, c'est une filiale d'EDF, refuse systématiquement les débats contradictoires. À la limite, ils acceptent de faire des réunions publiques, mais à la condition qu'ils soient seuls sur scène et seuls à pouvoir prendre la parole. Ce qui en dit long sur la solidité de leurs arguments, parce que moi, depuis le début, j'aimerais pouvoir faire un débat avec eux, un débat public, et que chacun expose ses arguments et les confronte, mais c'est impossible. Donc, je suis obligé de présenter leurs arguments à eux, et ensuite, on verra ce qu'il en est réellement. J'ai un peu classé leurs arguments en deux catégories. Les avantages que sont censés nous apporter Linky sur le plan individuel et les avantages que ce compteur est censé avoir sur le plan collectif. Alors au niveau individuel, Linky est censé nous faire des économies d'énergie, est censé faire baisser nos factures, nous fera bénéficier de services de meilleure qualité. Et sur le plan collectif, Linky créera 10 000 emplois et il est, selon Enedis, je rappelle, totalement indispensable à la transition énergétique. Il n'y a pas longtemps, il y a le secrétaire d'État au numérique qui a été interrogé sur France Inter et qui a dit que Linky était nécessaire pour sauver la planète. Texto. Voilà. Et pour ne rien gâcher, donc Enedis nous assure que ce programme de 5 milliards d'euros est totalement gratuit. Alors des fois ils utilisent le terme $1, la nuance est importante, on verra pourquoi. Et puis bien sûr que sur le plan sanitaire, ça ne présente aucun risque. À partir de là, on peut vraiment se demander pourquoi, pour quelles raisons on pourrait s'opposer à ce compteur dit intelligent, qui est en fait juste un compteur communicant. Or, partout en France, il y a des collectifs qui se créent pour lutter contre Linky. Il y a de plus en plus d'opposants au compteur Linky, malgré le fait que les médias soient très majoritairement favorables à ce programme, et on pourra voir pourquoi aussi. Et puis, il y a plus de 800 communes, ce qui n'est pas rien, qui ont pris des délibérations ou des arrêtés contre le Linky. Alors, pourquoi cette opposition ? Il y a beaucoup de raisons, et je vais commencer par la question sanitaire, parce que c'est par ce biais-là que nous, au journal L'Âge de Fer, on a été alertés de ce programme il y a à peu près 4 ans. Et à vrai dire, on a failli ne rien faire sur le Linky, parce que quand j'ai commencé à me renseigner, je suis tombé sur une question de la députée Abeille, de mémoire, je crois que c'était elle, qui avait posé la question à la ministre de l'Environnement, qui était Ségolène Royal, sur la question du risque sanitaire que présentaient ces compteurs Linky. Et la réponse de Royal a été la suivante, ça a été de dire que non, ce compteur ne présentait aucun risque, puisque le CRIREM avait fait une étude, avait étudié le compteur, avait montré qu'il respectait les normes, et que donc, puisqu'il respectait les normes, c'est qu'il n'y avait aucun risque sanitaire. Or, j'ai appelé le CRIREM pour avoir confirmation de cette étude, et le président du CRIREM, Pierre Leruz, était furax en fait, quand il a lu cette réponse de Ségolène Royal, parce qu'il a estimé que c'était une interprétation très malhonnête de leur travail. Leur travail, ça consistait à vérifier que Linky respectait les normes. Donc le CRIREM a vérifié, et effectivement, le Linky respecte les normes. Mais le CRIREM n'a pas dit qu'en conséquence, il n'y avait aucun risque pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'en matière d'ondes et de champs électromagnétiques, ces normes ne veulent à peu près rien dire. Pour reprendre une image qui m'a été donnée par l'association Robin des Toits,
C'est un peu comme si on fixait sur une route nationale une limitation de vitesse à 800 km/h. Il y a bien une limitation, mais on ne l'atteint jamais. Donc en fait, cette norme-là, qui a été fixée par des gens qui se trouvaient en conflit d'intérêts flagrant avec l'industrie de la téléphonie mobile, ces normes-là ne sont faites que pour vous protéger du risque immédiat. C'est-à-dire que si vous mettez votre main devant, à quelques centimètres d'une antenne relais de téléphonie mobile, au bout d'un moment, vous aurez une brûlure sur la main, une brûlure physique, comme si vous aviez mis votre main au-dessus d'une flamme. Bon, ces normes, elles vous protègent de ça, des brûlures immédiates, mais elles ne vous protègent absolument pas des dangers sur le long terme. Et d'ailleurs, l'État lui-même le sait. Et je vais vous citer un exemple pour bien comprendre cette histoire de normes en matière de champ électromagnétique. Alors, je prends l'exemple du champ d'induction magnétique des basses et très basses fréquences. Donc cette norme, elle est fixée à 100 microtesla. Les mesures ont été faites sur le compteur Linky, qui n'émet que 0,25 microtesla. Donc bien sûr, Enedis s'est immédiatement répandu dans les médias en disant, vous voyez, on est 400 fois en dessous des normes, ça prouve bien que vraiment, il n'y a aucun risque sanitaire. Le problème, c'est que l'État lui-même sait que ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, l'État a fait passer une circulaire pour conseiller de ne pas accorder de permis de construire sur certaines zones dès lors qu'un champ de 1 microtesla était constaté sur la zone. Donc 100 fois en dessous de la norme, l'État a donné pour consigne de ne pas donner de permis de construire. Et cette recommandation tombe même à 0,4 microtesla quand il s'agit de lieux sensibles, comme les crèches ou les maisons de retraite. Donc de la norme de 100 microtesla, où on nous dit, bon bah vous voyez, Linky est largement en dessous puisqu'il n'émet que 0,25, on voit qu'en réalité, l'État sait qu'à partir de 0,4 microtesla, il y a un danger. Et ce danger, il est reconnu par l'OMS, parce que des études épidémiologiques ont été menées et ont montré qu'au-delà de 0,4 microtesla, il y avait un risque accru de développer des cancers et notamment des leucémies infantiles. Parce que les enfants sont plus sensibles que les adultes aux champs et aux ondes électromagnétiques. Donc, il y a une grosse hypocrisie autour de ces normes qui sont en fait le meilleur outil, je dirais, de toute l'industrie du sans-fil, qui peut continuellement se cacher derrière ces normes pour dire que ce qu'ils font n'est pas dangereux pour la santé. Alors un autre exemple qui va montrer jusqu'à quel point Enedis est prêt à tordre la réalité pour faire passer son programme, c'est qu'au lancement du programme, quand il était interpellé sur cette question, il disait « Oui, mais Linky va en fait émettre quelques secondes seulement dans la nuit. C'est-à-dire qu'il va recueillir toutes les informations et une fois par jour, la nuit, il va envoyer ces informations au data center. Ça va durer quelques secondes et à part ça, il n'y a rien. » Or, le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est une organisation qui est plutôt très favorable à ce genre de technologie. Eh bien, ils ont fait des mesures sur le compteur Linky en situation réelle de fonctionnement et ils se sont aperçus que, en fait, Linky émettait à peu près toutes les 10 secondes, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. Et ça, c'est des données qui sont totalement officielles, hein, c'est pas inventé. Et ça pose un gros problème parce que même si les émissions peuvent être considérées comme basses et peu puissantes, le danger augmente au fil du temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 critères pour définir le danger d'un champ ou d'une onde électromagnétique, c'est sa fréquence, son intensité et sa chronicité. Là, Linky est programmé pour être installé partout, dans les habitations, mais aussi dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les crèches, dans les maisons de retraite, partout. Donc même si ces ondes sont peu puissantes, on y sera exposé en permanence. Et à partir de là, Enedis ne peut pas affirmer qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Est-ce que je suis en train de vous dire que ça va être
un drame sanitaire? Non, je ne suis pas en mesure de le dire, j'en sais rien, mais Enedis n'en sait rien non plus. Et en fait, on va tous servir de cobaye. Voilà. Au-delà de ça, je peux quand même vous dire que, et il y a une dame qui est présente ici ce soir, à chaque fois à peu près que je fais des conférences sur le Linky, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui sont électro-hypersensibles et qui me disent qu'elles ne peuvent plus habiter chez elles depuis qu'elles ont eu le compteur installé. Voilà. Donc à partir de là, comme je vous disais, on va tous servir de cobaye. Et on devrait donc être en mesure de le refuser à titre individuel, au moins ça, ou alors de voir quelles sont les contreparties qu'on a en échange du risque qu'on nous fait prendre. Donc on va maintenant voir quelles sont les contreparties de ce compteur, et je vais commencer par l'aspect financier. Selon Enedis, donc, le programme devrait coûter à peu près 5 milliards d'euros. Ils nous disent que c'est gratuit pour nous, ce qui est totalement faux. On ne peut pas affirmer que c'est gratuit pour nous, puisqu'il y a bien une dépense de 5 milliards d'euros, et que 100%, ou je crois que c'est 97% pour être exact, des finances d'Enedis vient directement du TURP. Le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, et c'est une taxe qu'on paye chaque mois en plus de l'électricité qu'on a consommée. Si vous regardez votre facture d'électricité, il y a une certaine somme d'argent qui peut correspondre à peu près au tiers de votre facture qui va directement dans les poches d'Enedis. Et donc c'est avec cet argent-là qu'Enedis finance son programme Linky à 5 milliards d'euros. Alors, quand on leur a dit ça, ils ont changé de terme, ils ont arrêté de dire que c'était gratuit, ils ont dit que ce serait $1. Pourquoi $1? Parce qu'en fait, le programme est fait pour être amorti sur 20 ans. Ils sont censés équiper 35 millions de foyers et d'entreprises. Et donc, si on divise 5 milliards sur 20 ans, divisé par 12 mois de l'année et divisé par 35 millions, effectivement, au final, ça fait que quelques euros par personne et par mois. Donc, ça ne fait pas très mal. Mais n'empêche que c'est une dépense de 5 milliards d'euros qui est bien prise directement dans les poches de l'usager. Ensuite, toujours à propos d'argent, et c'est aussi pour ça que Enedis nous dit que ça va être $1, parce qu'ils disent que, oui, effectivement, on le paye, mais Linky va nous faire des économies d'énergie. Donc, au final, l'un compensera l'autre et on s'en tirera rien. Alors, comment on va faire des économies d'énergie? Là, il faut bien s'accrocher. C'est-à-dire que Enedis nous dit que une fois qu'on sera équipé du compteur Linky, on pourra aller sur Internet et ouvrir un compte personnel. Donc avec un login, un mot de passe, il faudra qu'on prenne le temps de faire ça, et que le soir, en rentrant chez nous, on pourra aller consulter notre courbe de charge. Donc, qu'est-ce qu'on aura consommé tout au long de la journée. Et qu'en étudiant cette courbe de charge, on pourra se dire, ah tiens, tel jour à telle heure, j'ai consommé beaucoup d'électricité, je pense que j'ai laissé la chambre allumée pendant que je me trouvais dans le salon. C'est la théorie d'Enedis. Et c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire que ça passe très bien parce qu'en fait, ils affirment que ça va nous faire réaliser des économies d'énergie. Et quand on leur demande mais comment, ils disent il y a une étude du CNRS qui montre que Linky plus des éco-gestes, donc les éco-gestes on les connaît tous, c'est voilà ce que je disais, éteindre la lumière quand on n'est pas dans une pièce, faire plutôt la machine à laver le linge la nuit plutôt que la journée, enfin voilà, ce genre de petits gestes qu'on connaît à peu près tous. Donc ils disent Linky plus les éco-gestes peut vous faire réaliser jusqu'à 20% d'énergie, 20% d'économie d'énergie. Et alors j'interroge Bernard Lassus qui mène le programme là, dont vous avez peut-être entendu parler, je me dis d'accord, Linky plus des éco-gestes, mais comment ça se passe concrètement? Et en fait, à force de lui poser la question et de demander une réponse concrète, j'ai compris qu'en fait les 20% d'économie d'énergie c'était les éco-gestes. Et que Linky n'avait pas grand-chose à voir là-dedans, sauf à être un spécialiste des courbes de charge et à pouvoir analyser sa propre courbe de charge pour modifier ses habitudes de consommation.
Autre moyen de nous faire économiser de l'argent selon Enedis, c'est la question des abonnements. Donc actuellement, il y a un pas de 3. Alors je crois qu'on ne peut plus souscrire à 3 kW, mais on peut souscrire à un abonnement pour la puissance de 6, 9 ou 12 kW. Et avec Linky, il n'y aura plus ce pas de 3, ça sera un pas de 1 kW. Donc au lieu de passer de 6 à 9, on passera de 6 à 7 et de 7 à 8 si besoin. Mais rien ne nous garantit que l'abonnement à 7 kW sera moins cher que l'abonnement qui est actuellement à 6 kW. Et par ailleurs, l'UFC Que Choisir, qui est là encore plutôt pro-Linky, a quand même fait une étude qui a montré qu'à peu près un tiers des foyers, plus je crois que c'était 37%, devaient, dès lors qu'ils étaient équipés du Linky, souscrire à un abonnement supérieur à ce qu'ils avaient avant. Pourquoi? Parce que nos compteurs actuels ont une tolérance. Si on dépasse un peu la puissance souscrite, eh ben, le compteur ne saute pas, alors qu'avec le Linky, dès lors qu'on dépasse un tout petit peu la puissance souscrite, tout saute. Donc là encore, l'argument ne tient pas. Ensuite, alors, gros avantage aussi, c'est la facturation réelle. Alors ça, ils le mettent beaucoup en avant, c'est-à-dire qu'au lieu d'être facturé sur une estimation qu'on régularise à la fin de l'année, là, ce sera chaque mois notre consommation réelle d'électricité. On peut se demander si cet avantage-là vaut une dépense de 5 milliards d'euros, déjà, première chose. Deuxième chose, on peut déjà être facturé au réel. Avec EDF, ça s'appelle le relevé confiance. Mais il faut croire que la confiance n'a plus vraiment cours dans le monde selon Linky. Et en fait, ça participe à toute cette évolution qui raye complètement l'humain. Et on le voit encore quand ils nous disent que grâce à Linky, on aura une meilleure qualité de service puisque 70% des opérations pourront se faire à distance, c'est-à-dire sans envoyer le moindre technicien sur le terrain. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que de la même manière, si on a un problème pour payer sa facture un mois ou deux, eh bien, ils pourront aussi nous couper l'électricité à distance et qu'on ne pourra plus négocier avec le technicien qui est envoyé sur place. Donc là aussi, on voit que ça participe à une déshumanisation de la société. Donc ensuite, la question de la transition énergétique. Donc on a vu ce qu'il en était pour les économies d'énergie. À moins d'aller étudier sa courbe de charge, Linky ne nous fera pas réaliser d'économies d'énergie. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette question des comptes personnels, la Cour des comptes a fait un rapport qui a montré qu'il y avait 1,4%, je crois, des foyers équipés en Linky qui avaient fait la démarche d'aller ouvrir son compte personnel sur Internet pour voir ce qu'était une courbe de charge. Sur ces 1,4%, combien ont réalisé des économies d'énergie après avoir vu une courbe? On peut se poser la question. L'argument, clairement, ne tient pas la route. Mais ils nous disent aussi que le Linky permettra de mieux intégrer les énergies renouvelables. Ça, ils le martèlent sans arrêt, ils disent qu'il n'y aura pas de transition économique sans le compteur Linky. Ils disent bien que c'est indispensable. Alors, on peut prendre l'exemple du Portugal. Le Portugal qui a réussi un exploit en 2016 en s'alimentant uniquement avec de l'électricité d'origine renouvelable pendant 3 jours consécutifs. En France, on est très loin de pouvoir accomplir ce genre de performance. Or, le Portugal ne compte aucun compteur communicant. Ensuite, j'ai appelé l'association Négawatt, qui est une association que vous connaissez sûrement. Ce sont des ingénieurs qui ont mis au point un scénario qui permettrait, selon eux en tout cas, à la France, d'ici 2050, de se passer entièrement des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire. Donc, leur scénario est peut-être discutable, il n'est peut-être pas parfait, en tout cas, personne ne remet en cause le sérieux de ce scénario, et même le gouvernement s'appuie parfois sur ce scénario pour justifier ses choix. Et ce scénario ne fait apparaître aucun compteur communicant. Lorsqu'on leur pose la question, Négawatt, ils nous disent, mais
Non, c'est ce compteur communicant, il peut à la limite avoir un intérêt, mais c'est totalement inutile d'équiper chaque foyer. L'expression que m'a sorti le porte-parole de cette association, c'est de dire qu'on est en train de s'équiper d'un bazooka pour écraser une mouche. En fait, il suffit de mettre un compteur communicant à la limite, et encore, eux, ils n'en demandent même pas. Mais si vraiment on veut leur imposer des compteurs communicants, ils m'ont dit, ben, on en met un par immeuble ou un par quartier, et ce sera déjà suffisant. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui compte 81 millions à peu près d'habitants, a fait un peu ce choix, puisqu'ils ont décidé d'équiper seulement 10 millions, les 10 plus gros millions, les 10 millions de plus gros consommateurs du pays. Donc ce sera essentiellement en fait les entreprises. Mais les particuliers ne seront pas équipés de compteurs communicants. Alors, on va voir maintenant pourquoi, finalement, Enedis tient tant à déployer ces compteurs. Et donc, ben, ça ne vous étonnera sûrement pas beaucoup, mais c'est une affaire de gros sous. Alors d'abord, il y a une stratégie qui n'est pas nouvelle, c'est celle de remplacer des humains par des machines. Quand Enedis dit que le programme Linky va créer 10 000 emplois, il suffit de réfléchir 5 secondes pour comprendre que c'est une escroquerie. Les 10 000 emplois, ils sont consacrés à créer les compteurs. Quand on leur pose la question, ils répondent. Hein. Ils sont destinés à fabriquer les compteurs et à les installer. Le programme, il est fait pour être terminé en 2021. Donc, que deviennent ces emplois à partir de 2021 si le programme arrive à son terme, comme prévu? C'est des emplois qui disparaissent. Et d'ailleurs, Enedis n'a recruté personne pour mener ce programme. Ils ont fait appel à des sous-traitants, et ces sous-traitants signent des contrats qui existaient avant uniquement dans le bâtiment, qui s'appelaient des contrats de chantier, où ces contrats de chantier-là, si c'est pour construire un immeuble, mettons, vous êtes recruté en CDI de chantier, ça s'appelle, mais en fait c'est des CDD sans les avantages du CDD, c'est-à-dire que vous êtes embauché jusqu'à ce que l'immeuble soit construit. Et une fois que l'immeuble est construit, vous retournez pointer à Pôle emploi. Et bien sûr, comme ce n'est pas un CDD officiellement, vous n'avez pas le droit aux primes de précarité. Bref, s'ils signent ces contrats-là, en tout cas, c'est bien qu'ils savent que c'est des contrats qui sont destinés à disparaître. Ce sont des contrats extrêmement précaires, où les gens sont formés à la va-vite, au lance-pierre, et s'ils veulent dépasser un petit peu le SMIC en rémunération, il faut qu'ils installent plus de 20 compteurs par jour, ils sont mis sous une pression constante. Ce qui est sûr, c'est que Linky ne crée pas d'emplois, Linky détruit des emplois. Il en crée un petit peu le temps de déployer les compteurs, mais ensuite, comme ils le disent eux-mêmes, 70% des opérations qui nécessitaient avant d'envoyer quelqu'un sur place pourront être faites à distance en appuyant sur un bouton. Donc, pour eux, évidemment, moins de salariés, c'est plus de bénéfices. Ensuite, Enedis veut aussi se positionner sur un marché qu'on dit florissant, c'est celui des compteurs communicants. Actuellement, il y aurait à peu près 300 millions de compteurs dans le monde, et les estimations disent qu'il y en aura à peu près 1 milliard d'ici l'année 2020. Et clairement, quand on regarde l'argumentaire d'Enedis, mais aussi les délibérations de la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, qui a donné son feu vert au compteur Linky, la CRE dit clairement, oui, allez-y, déployez très vite, lancez-vous très vite en France pour le compteur Linky, et comme ça, vous pourrez prendre votre part en Europe, voire dans le monde. Enedis fantasme déjà d'installer l'ensemble des foyers chinois avec ces compteurs communicants. Et puis, il y a un autre domaine, c'est celui de la data, donc de la donnée personnelle. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais il y a encore quelques années, quand on parlait de ça, on passait pour des complotistes. Or, il suffit de regarder en fait quelles sont les grandes puissances économiques qui se sont créées ces dernières années. C'est avant tout les GAFA, là, les fameux GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, on peut rajouter Microsoft.
Et ces entreprises-là, leur richesse, c'est la donnée personnelle. C'est le nouvel or noir du monde, et toute l'économie se restructure autour de cette richesse qu'est la donnée personnelle. Alors je voulais citer un exemple sur les GAFA. En 2017, à E4, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, leur chiffre d'affaires s'est monté à 544 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Argentine. Et avec une croissance qui est beaucoup plus élevée que celle de l'Argentine. Donc en fait, plus ça va aller et plus leur puissance sera importante. Donc Enedis, au lancement de son programme, disait ouvertement, mais même s'en vantait, disait on est d'ores et déjà une entreprise de la data, de la donnée personnelle. Quand ils ont compris que ça suscitait des remous dans l'opinion publique, que les gens n'étaient pas forcément d'accord pour avoir un mouchard chez eux, ils ont rétro-pédalé en disant non, rassurez-vous, on ne fait que récolter une courbe de charge. Donc déjà, on peut s'interroger sur leur cohérence. Avec leur courbe de charge, nous, on est censé savoir comment faire des économies d'énergie, mais toutes les startups qui étudient, alors pour le coup avec beaucoup de finesse, ce genre de données, et qui peuvent en extraire des données extrêmement personnelles, comme on va le voir, elles, par contre, ne devraient pouvoir tirer aucun enseignement de notre courbe de charge personnelle. Alors pour bien comprendre quel genre d'informations ils peuvent recueillir grâce à ça, parce que c'est vrai qu'on peut se dire une courbe de charge, après tout, qu'est-ce que ça peut révéler sur notre façon de vivre? Alors la CNIL avait déjà dit que ça permettait de connaître notre heure de lever, notre heure de coucher, à quelle heure on allumait notre cafetière, et même combien on était dans le logement, parce qu'ils arrivent, on prend tous à peu près le même nombre de douches par semaine, on a tous à peu près la même façon de vivre, et donc en recoupant ces données, en faisant des moyennes, on peut savoir assez facilement, a priori, combien de personnes se trouvent dans le logement. Et ça va plus loin. Et alors pour ça, j'ai interrogé un monsieur qui travaille à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique. Il s'appelle Philippe Pucheral. Et il a une voiture électrique. Donc tous les matins, il part bosser avec sa voiture électrique, et quand il rentre chez lui le soir, il rebranche sa voiture électrique pour pouvoir repartir bosser le lendemain avec. Donc première information qu'aura la start-up ou les start-up qui auront accès à sa courbe de charge, c'est qu'il a une voiture électrique. Bon, passons, mais aussi à quelle heure il part bosser le matin et à quelle heure il rentre chez lui le soir. Et là où on va comprendre qu'une donnée anodine, si elle est bien analysée, on parle du raffinage des données, si elle est bien analysée, on peut en extraire des données insoupçonnées. En fonction du temps que sa batterie mettra pour se recharger, en fait, n'importe quelle start-up un petit peu habile pourra savoir combien de kilomètres il a parcouru dans la journée. Et donc ces exemples-là, en fait, même des chercheurs comme M. Pucheral, ils ne savent même pas nous dire encore jusqu'à quel point pourront aller ces informations personnelles qu'on pourra extraire de notre courbe de charge. Mais on voit avec cet exemple-là qu'en fait c'est infini. Une donnée qui nous paraît complètement anodine, eh bien, une start-up habile peut en tirer des informations très personnelles sur notre vie privée. Voilà, et je voudrais finir aussi avec la question de la libéralisation du service de l'énergie, puisque Linky va en fait accompagner cette dérégulation. Le secteur de l'électricité déjà a été ouvert, EDF n'a plus le monopole, il y a d'autres entreprises qui commercialisent de l'électricité sans forcément en produire d'ailleurs, souvent ils n'en produisent pas, ils rachètent de l'électricité à EDF et la revendent à des clients, et ces compteurs-là vont accélérer en fait le mouvement, parce que ça permet aussi de créer un grand marché international de l'électricité. Actuellement, il y a un cours de l'électricité qui est revu chaque demi-heure, et je crois que d'ici quelques mois ou quelques années, ce cours devrait changer toutes les 10 minutes. Si bien qu'avec un compteur comme le Linky, où on peut baisser votre puissance
à distance, soit pour éviter un blackout, et dans ce cas-là, pourquoi pas, il vaut mieux baisser nos radiateurs de 1 degré que de se retrouver tous dans le noir, mais ça peut être autre chose aussi. C'est-à-dire que vu que ça n'est plus un service public et qu'on s'adresse à des entreprises privées qui sont là pour faire du pognon, et EDF y compris, eh bien, lorsque le cours de l'électricité sera très élevé, on peut tout à fait imaginer qu'un fournisseur d'électricité baisse votre puissance à votre domicile pour pouvoir revendre de l'électricité, soit à des entreprises, soit à des pays, carrément, à l'Italie, où on voit très bien qu'il y a des liaisons qui se font entre la France et l'Italie, par exemple, en ce moment, et ça pourrait aussi servir à faire de la spéculation sur l'électricité. Donc, au final, moi, je vais vous dire, personnellement, au départ, quand je me suis intéressé à Linky, eh ben, je me disais que c'était éventuellement un gadget complètement inutile et qui nous coûtait une fortune. Mais en fait, après l'avoir étudié, je m'aperçois que ça n'est pas seulement inutile, c'est un programme qui est dangereux pour notre santé et nuisible sur le plan social. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut, voilà, je ne m'en cache pas, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment s'opposer à ce compteur électrique Linky. Et maintenant, on peut échanger sur divers sujets, sachant qu'il y a beaucoup d'autres